Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, ni même d'un régime. C'est quelque chose de plus discret, plus lent et beaucoup plus dangereux. C'est ce qui se passe quand une économie cesse de nourrir sa population, quand l'information disparaît d'un seul coup et quand le pouvoir découvre que le silence est sa dernière arme. Vous n'en avez pas vu les images. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles ont été délibérément effacées. Quand les systèmes commencent à craquer, ils ne s'effondrent pas en criant, ils se refermentent. Ils se coupent les lignes, ils testent jusqu'où ils peuvent aller. Si vous êtes encore là, restez. Parce que ce qui est en train de se produire n'est pas isolé. Et ce qui est testé ici pourrait très vite être réutilisé ailleurs. Et c'est là que tout commence. Ce qui contrôle réellement un système n'est pas ce que l'on voit à sa surface. Ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas les uniformes, ce ne sont même pas les lois. Ce qui contrôle un système, c'est ce qui décide qui mange, qui attend et qui se tait. Pendant longtemps, on a cru que le pouvoir venait d'en haut, des dirigeants, des institutions, des idéologies, mais ce modèle a changé. Aujourd'hui, le contrôle passe par 3 leviers simples. L'accès à l'argent, l'accès à la nourriture et l'accès à l'information. Quand ces 3 éléments fonctionnent, le système paraît stable. Quand l'un d'eux se dérègle, la colère apparaît. Quand les 3 se bloquent en même temps, ce n'est plus de la politique, c'est de la survie. Et à ce stade, les slogans n'ont plus aucune importance. Ce qui compte, c'est qui peut fermer le robinet et combien de temps la population peut tenir sans le rouvrir. Ce basculement n'est pas spectaculaire. Il est administratif, technique, presque invisible. Mais une fois enclenché, il ne revient jamais en arrière de la même façon. Et c'est là que le glissement commence vraiment. Il y a une différence fondamentale entre un choc et un glissement. Un choc alerte, un glissement s'installe. Pendant des années, ce type de crise aurait été impensable. Une économie qui s'asphyxie à ce point. Une inflation qui avale les salaires, des prix alimentaires qui doublent presque. Et pourtant, tout cela a été absorbé, normalisé, expliqué comme temporaire. Avant, quand la pression montait, l'information circulait, les images sortaient. Le monde regardait. Aujourd'hui, le réflexe est inverse. Quand la rue s'agite, le système ne négocie pas. Il se déconnecte, l'accès au réseau disparaît, les appels s'interrompent. Le pays devient une pièce fermée, sans fenêtre. Ce changement est crucial parce qu'il transforme une crise économique en expérience de laboratoire. Combien de temps une population peut-elle tenir sans revenu stable, sans visibilité, sans témoin extérieur? Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est précisément pour cela que c'est dangereux. Et lorsque ce seuil est franchi, la suite n'est plus une question de gouvernance, mais de résistance physique. Et c'est là que le premier choc visible surgit à un moment précis. Le glissement cesse d'être abstrait, devient mesurable. Les prix montent si vite que la monnaie perd sa fonction. Une inflation qui dépasse la moitié de la valeur annuelle, des aliments de base dont le coût grimpe de plus de 2/3, pas des produits de luxe, de quoi manger, de quoi tenir. Puis vient la réponse du système. Pas une réforme, pas une concession. Un bouton est pressé. Les connexions disparaissent, les appels internationaux s'éteignent. Le pays bascule hors du monde pendant des dizaines d'heures, sans images, sans voix, sans témoin. Ce moment est présenté comme une mesure de sécurité, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. J'ai un test. Jusqu'où peut-on isoler une population? Pendant que la pression économique continue de monter, combien de morts faut-il avant que l'extérieur réagisse ou avant qu'il détourne le regard? Si vous regardez encore, faites-le consciemment, parce que ce type de coupure n'est jamais improvisé. Et ce qui se joue ici ne s'arrête pas aux frontières. Le mécanisme réel n'est pas idéologique, il est logistique. Quand une économie s'effondre, quelqu'un paye toujours. La question n'est pas si, la question est qui. Dans ce type de système, le choc ne remonte jamais vers le sommet. Il se diffuse vers le bas. Les salaires restent figés.
Les prix accélèrent, l'épargne s'évapore et l'État gagne du temps. Ce temps est crucial, car pendant que la population absorbe l'inflation, le pouvoir consolide autre chose. Le contrôle des flux, des ports, des échanges, des alliances qui compensent la perte intérieure. À l'intérieur, la rareté-discipline. À l'extérieur, les concessions achètent de l'oxygène. Ceux qui bénéficient ne vivent pas l'inflation comme vous. Ils ont accès à d'autres monnaies, à d'autres circuits, à d'autres protections. Ceux qui encaissent, eux, n'ont qu'un choix. Réduire, attendre ou descendre dans la rue. C'est pour cela que la coupure d'information arrive toujours après la pression économique. Jamais avant. Parce que ce mécanisme ne vise pas à gouverner. Il vise à tenir, mais chaque mécanisme a une limite et quand elle est atteinte, le système accélère. Puis l'accélération commence. Plus vite, plus sec, moins de marge. La rue se remplit. Pas de slogan complexe, pas de revendications abstraites. Juste des corps et une fatigue accumulée. La réponse est immédiate. Pas graduelle, totale. Les forces se déploient, les ordres tombent. Les pertes augmentent brutalement en quelques heures, plus que lors de crises passées comparables. Mais cette fois, personne ne voit vraiment, parce que tout est coupé. À ce stade, le pouvoir ne cherche plus à convaincre. Il cherche à dissuader vite, fort, avant que l'élan ne devienne irréversible. Et en parallèle, un autre message circule, pas vers l'intérieur, vers l'extérieur, des menaces, des lignes rouges, des avertissements adressés à ceux qui regardent de loin. Intervenir coûtera cher. Ne pas intervenir aussi. Ce double mouvement est essentiel. Réprimer à l'intérieur, dissuader à l'extérieur. C'est la dernière zone grise avant quelque chose de plus grand. Parce qu'à partir d'ici, le système ne peut plus ralentir sans perdre la face. Et quand un système ne peut plus ralentir, il commence à casser. À ce stade, ce n'est plus abstrait. Ce n'est plus géopolitique, c'est vous. Parce que ce type de système ne s'effondre jamais quelque part. Il s'effondre toujours dans les cuisines, dans les files d'attente, dans les décisions quotidiennes impossibles. Vous calculez autrement ce que vous achetez, ce que vous sautez, ce que vous repoussez encore un jour de plus. L'inflation n'est pas un chiffre, c'est une négociation permanente avec la peur. La peur que demain coûte plus cher qu'aujourd'hui. La peur que l'accès disparaisse sans prévenir. Quand l'information s'éteint, vous perdez plus que des nouvelles. Vous perdez des repères. Vous ne savez plus si vous êtes seul, ni combien de temps cela va durer. C'est précisément à ce moment-là que les systèmes comptent sur votre isolement, sur votre fatigue, sur votre silence. Si cette histoire vous retient encore, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que vous reconnaissez le mécanisme. Et ce mécanisme n'est pas contenu, il continue de se propager. À partir de là, ce n'est plus une crise intérieure. C'est une onde, parce qu'un système qui se ferme ne disparaît pas. Il se déforme, il cherche des appuis ailleurs, il exporte la pression qu'il ne peut plus contenir. Les routes commerciales se tendent, les alliances se durcissent, les bases militaires entrent dans l'équation, non comme acteurs, mais comme levier. Ce qui se joue n'est plus seulement la survie d'un pouvoir, c'est un test de réaction globale. Jusqu'où le monde tolère-t-il l'isolement total d'une population? À partir de quand l'instabilité locale devient-elle un risque systémique? Car chaque coupure d'information crée un vide et les vides sont toujours remplis par des rumeurs, par des calculs, par des décisions prises loin de ceux qui subissent. À ce stade, même l'inaction devient un message. Observer sans agir, agir sans intervenir, menacer sans franchir la ligne. Rien n'est encore décidé, mais tout est déjà en mouvement. Et quand plusieurs systèmes commencent à se regarder ainsi, le futur cesse d'être linéaire. Il commence à accélérer. À partir d'ici, le futur ne suit plus une trajectoire unique. Il se divise. Il y a d'abord la voie de l'ajustement. Le système cède juste assez pour survivre. Des canaux se rouvrent partiellement. La pression baisse sans disparaître.
La population respire, mais reste sous contrôle. Rien n'est résolu. Tout est différé. Il y a ensuite la voie de l'érosion, plus lente, plus dangereuse. L'économie continue de se dégrader. Les coupures deviennent cycliques. La violence se banalise. Le pouvoir tient, mais s'affaiblit à chaque tour. Le coût humain s'accumule sans moment clair de rupture. Et puis, il y a la troisième voie, la rupture. Un point où le mécanisme casse. Pas forcément par une victoire, par saturation, par une erreur, par une décision prise trop tard ou trop tôt. Dans ce scénario, personne ne contrôle vraiment la suite. Ni ceux qui répriment, ni ceux qui résistent, ni ceux qui observent de l'extérieur. Ce qui rend ce moment instable, ce n'est pas ce qui va se passer. C'est que les trois trajectoires sont ouvertes en même temps. Et le système est déjà engagé sur les trois. Il n'y a pas de conclusion confortable ici. Parce que les systèmes ne préviennent jamais quand ils franchissent le point de non-retour. Ce que vous venez de suivre n'est pas une histoire fermée. Ce n'est même pas une histoire complète. C'est une configuration. Une économie sous pression extrême, une population isolée de l'information, un pouvoir qui teste les limites, et un monde qui observe sans savoir quand regarder, devient agir. Ce type de configuration ne disparaît pas. Il laisse des traces. Il crée des précédents. Il devient un manuel silencieux pour d'autres crises à venir. La question n'est pas de savoir si cela va se résoudre. La question est de savoir où ce modèle réapparaîtra. Sous quelle forme? À quelle vitesse? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas parce que cette histoire est lointaine. C'est parce que vous sentez qu'elle ne l'est pas tant que ça. Dans le prochain épisode, nous suivrons ce mécanisme là où il a déjà commencé à se reproduire. Pas au même endroit, pas avec les mêmes acteurs, mais avec la même logique. Et quand vous le reconnaîtrez, il sera trop tard pour prétendre que personne ne l'avait vu venir.